Le liquide transparent et inoffensif coulait au coin de sa bouche. Mais pour Marie-Madeleine d'Aubray, marquise de Brinvilliers, chaque gorgée forcée était un supplice raffiné qui l'approchait davantage de l'aveu que ses bourreaux désiraient tant entendre. C'était juillet de l'année 1676, et dans les cachots de la Conciergerie, à Paris, la justice royale française appliquait l'une des méthodes d'interrogatoire les plus cruelles jamais inventées, la question de l'eau. Gallon après gallon d'eau était versé dans la gorge de la prisonnière par un entonnoir, distendant son estomac jusqu'aux limites inhumaines, causant une douleur atroce et la terrible sensation que son corps allait littéralement exploser de l'intérieur. L'ironie était cruelle et poétique. La femme qui avait empoisonné systématiquement sa propre famille avec des liquides mortels était maintenant torturée précisément avec le liquide de la vie. Marie-Madeleine avait transformé eau, vin et bouillon en véhicule de la mort la plus subtile, tuant père, frère et manquant de peu d'éliminer son époux dans l'une des plus élaborées séries d'homicides de l'histoire française. Désormais, l'eau, pure, cristalline, essentielle, était devenue l'instrument de sa propre agonie. Mais comment cette fille de la haute aristocratie parisienne, éduquée dans les meilleurs couvents, mariée à l'une des familles les plus respectées de France, s'était-elle transformée en l'empoisonneuse la plus redoutée du XVIIe siècle? Quel secret ténébreux se cachait derrière les salons dorés et les courtoisies aristocratiques? Et quelles forces obscures menèrent une mère de famille à calculer froidement la mort de ses propres parents, avec la précision d'un alchimiste et la patience d'une araignée tissant sa toile mortelle? Marie-Madeleine d'Aubray naquit en l'année 1630, fille d'Antoine Dreux d'Aubray, lieutenant civil de Paris, l'une des positions les plus prestigieuses de la magistrature française. La famille d'Aubray appartenait à la noblesse de robe, cette aristocratie taugée qui s'était élevée par les charges judiciaires et administratives, se distinguant de l'ancienne noblesse d'épée par sa richesse récente et ses ambitions sociales voraces. C'était un monde où les apparences signifiaient tout, où chaque geste était calculé pour impressionner, et où les secrets pouvaient détruire des réputations construites au cours de générations. Le père de Marie-Madeleine était connu pour sa rigidité morale et sa sévérité judiciaire, caractéristiques qui lui valura le respect des tribunaux, mais créèrent une atmosphère étouffante à la maison. Antoine d'Aubray gouvernait sa famille d'une main de fer, contrôlant chaque aspect de la vie de ses enfants, des amitiés qu'il cultivait aux livres qu'il lisait. Pour Marie-Madeleine, enfant vive et intelligente, cette prison dorée devint insupportable dès le plus jeune âge, plantant les graines d'un ressentiment qui croîtrait comme mauvaise herbe dans son cœur. L'éducation de Marie-Madeleine suivit les standards de l'époque pour les jeunes filles de la haute société. Couvent religieux, leçons de musique, danse, broderie et langue classique. C'était une éducation destinée à produire des épouses décoratives et soumises, mais l'esprit vif de la jeune fille absorbait des connaissances bien au-delà du curriculum officiel. Elle manifestait une fascination particulière pour la botanique et l'alchimie primitive, intérêt considéré comme excentrique pour une dame, mais toléré comme des caprices intellectuels inoffensifs. En l'année 1641, à l'âge de 11 ans, Marie-Madeleine fut promise en mariage au baron Antoine Gobelin de Brinvilliers, union arrangée qui unissait deux fortunes considérables et consolidait la position sociale des deux familles. Les fiançailles prolongées, communes à l'époque, permirent aux deux jeunes gens de se connaître graduellement, mais Marie-Madeleine manifesta dès le début une nature inquiète qui préoccupait sa future belle-mère. Le mariage fut célébré en l'année 1647, lorsque Marie-Madeleine eut 17 ans. La cérémonie, qui se déroula dans l'église Saint-Paul du Marais, fut l'un des événements sociaux les plus commentés de la saison parisienne, rassemblant ce qu'il y avait de plus illustre dans la magistrature et l'aristocratie française. La mariée, décrite par les chroniqueurs comme « d'une beauté singulière mais au regard inquiétant », se comporta avec la dignité attendue. Mais des observateurs attentifs remarquèrent une froideur dans ses manières qui contrastait avec l'allégresse traditionnelle d'une jeune épouse. Les premières années du mariage Brinvilliers se déroulèrent dans la normalité attendue pour un couple aristocratique. Marie-Madeleine remplit ses devoirs conjugaux, donnant naissance à 4 enfants en rapide succession, tout en administrant la maison avec une efficacité impressionnante. Extérieurement, elle représentait l'idéal de l'épouse noble, dévote, fertile, élégante et dévouée à sa famille. Intérieurement, cependant, une tempête se formait. Le baron de Brinvilliers,
bien qu'il ne fût pas cruel, était un homme aux horizons limités, satisfait de ses privilèges et incapable de comprendre la complexité intellectuelle de son épouse. Marie-Madeleine se sentait progressivement étouffée par la monotonie de la vie domestique et la médiocrité intellectuelle qui l'entourait. C'était une femme d'esprit supérieur piégée dans une existence qui n'offrait pas de défi digne de ses capacités. La transformation définitive de Marie-Madeleine commença en l'année 1659 lorsqu'elle rencontra Gaudin de Sainte-Croix, capitaine de cavalerie et aventurier de réputation douteuse. Sainte-Croix était tout ce que son mari n'était pas, charmant, dangereux, intellectuellement stimulant et moralement questionnable. La rencontre entre les deux fut comme la fusion de deux substances chimiques instables, explosives et transformatrices. Sainte-Croix possédait de vastes connaissances en alchimie et poison, acquises lors de campagnes militaires en Italie, où il avait étudié avec des disciples de maîtres empoisonneurs de la Renaissance. Il fascinait Marie-Madeleine avec des histoires de poudres mystérieuses qui tuaient sans laisser de traces, d'élixirs qui simulaient des maladies naturelles et de techniques qui permettaient d'éliminer des ennemis sans éveiller les soupçons. Pour une femme ennuyée et aigrie, cette connaissance interdite exerçait une attraction irrésistible. La liaison entre Marie-Madeleine et Sainte-Croix devint le scandale chuchoté des salons parisiens. Ils ne faisaient aucun effort pour dissimuler leur passion, se rencontrant publiquement au théâtre, bals et dîners, défiant ouvertement les conventions sociales. Antoine d'Aubray, père de Marie-Madeleine, fut furieux du comportement de sa fille, qu'il considérait comme une tache sur l'honneur familial qu'il avait mis des décennies à construire. La situation atteignit son point critique en l'année 1663, quand Antoine d'Aubray obtint une lettre de cachet du roi, document qui permettait d'arrêter n'importe qui sans procès. Sainte-Croix fut capturé dans une embuscade et envoyé à la Bastille, où il demeurerait pendant 2 années. Cette séparation forcée, loin de terminer la relation, ne fit qu'intensifier l'obsession mutuelle et planta des graines de vengeance dans le cœur de Marie-Madeleine. Durant l'incarcération de Sainte-Croix, Marie-Madeleine développa une haine pathologique contre son père, qu'elle tenait pour responsable de son malheur. Elle commença à fréquenter les bibliothèques privées et les officines clandestines, étudiant les traités de médecine, botanique et alchimie avec une dévotion obsessionnelle. Officiellement, elle s'intéressait aux remèdes de bonne femme pour la famille. Mais en réalité, elle accumulait des connaissances létales avec des desseins bien précis. Quand Sainte-Croix fut libérée en l'année 1665, il trouva Marie-Madeleine transformée. La femme passionnée était devenue une étudiante sinistre, obsédée par les propriétés des plantes vénéneuses et des métaux toxiques. Ensemble, ils établirent un laboratoire secret dans une maison louée au faubourg Saint-Antoine, où ils menaient des expériences macabres testant divers poisons sur des animaux domestiques et, finalement, sur des mendiants et des malades en phase terminale des hôpitaux parisiens. Les expériences de Marie-Madeleine et Sainte-Croix révélaient une mentalité scientifique appliquée à l'homicide. Ils tenaient des registres méticuleux des effets de différentes substances, notant symptômes, temps d'action et moyens de masquer l'empoisonnement en mort naturelle. C'était une recherche systématique et froide, menée avec la même précision qu'un savant appliquerait à la botanique ou à l'astronomie. La première cible de Marie-Madeleine fut son propre père. Antoine d'Aubray, à l'âge de 62 ans, jouissait d'une santé robuste et avait l'expectative de vivre encore de nombreuses années. Pour Marie-Madeleine, il représentait non seulement le responsable de son malheur personnel, mais aussi le principal obstacle à l'héritage qu'elle considérait comme légitimement sien. La décision de le tuer ne fut pas impulsive. Elle fut calculée, préméditée et exécutée avec une patience diabolique. Pendant des mois, Marie-Madeleine rendit régulièrement visite à son père, apportant toujours de petits présents, friandises faites maison, vin spécial, bouillon nutritif préparé avec amour filial. Antoine d'Aubray, flatté par l'attention renouvelée de sa fille, acceptait ces attentions sans soupçon. Il ne savait pas que chaque présent contenait des doses soigneusement calculées d'arsenic, administrées en quantité si infime qu'elles ne causaient pas de symptômes immédiats, mais s'accumulaient lentement dans l'organisme. L'empoisonnement d'Antoine d'Aubray dura 8 mois, période durant laquelle Marie-Madeleine joua le rôle de la fille dévouée avec une perfection théâtrale. Elle le visitait quotidiennement, le consolait lors des crises de malaise, consultait des médecins en son nom et manifestait une préoccupation touchante pour sa santé déclinante. Quand il mourut enfin en l'année 1666, les symptômes furent attribués à l'âge et au stress de ses fonctions judiciaires.
Les funérailles d'Antoine d'Aubray furent grandioses, rassemblant toute la magistrature parisienne dans une démonstration de deuil que Marie-Madeleine orchestra avec des larmes convaincantes et un désespoir apparent. Personne ne soupçonnait que la fille endeuillée avait méticuleusement orchestré cette mort, transformant le deuil filial en une farce macabre qui révélait des profondeurs de cynisme rarement vues dans la nature humaine. Avec la mort du père, Marie-Madeleine hérita d'une fortune considérable, mais sa soif de sang et de richesse était loin d'être assouvie. Ses frères, Antoine Dreux et François d'Aubray, représentaient également des obstacles à son ambition de concentrer tout l'héritage familial entre ses mains. De plus, il commençait à poser des questions gênantes sur la mort subite du père et sur les nouveaux passe-temps scientifiques de leur sœur. L'assassinat des frères suivit le même schéma méticuleux que celui du père, mais Marie-Madeleine perfectionna ses techniques. Elle diversifia les méthodes, utilisant tantôt de l'arsenic, tantôt du mercure, tantôt des extraits de plantes comme la digitale et la belladone, masquant toujours les symptômes comme des manifestations de maladies naturelles. Antoine Dreux mourut en l'année 1670, prétendument de fièvre maligne, tandis que François succomba l'année suivante à des maux d'estomac. Durant cette période, Marie-Madeleine tenta aussi d'empoisonner son mari, mais le baron de Brinvilliers possédait une constitution plus résistante et une méfiance croissante. Il commença à refuser les aliments préparés par son épouse et à insister pour que les domestiques goûtent sa nourriture en premier. Cette précaution sauva sa vie, mais créa une tension domestique insupportable qui mena finalement à la séparation du couple. La série de décès dans la famille d'Aubray ne passa pas complètement inaperçue. Les médecins consultés par les frères mourants remarquèrent des similitudes troublantes dans les symptômes et certains membres de l'aristocratie commencèrent à chuchoter sur la malédiction des d'Aubray. Cependant, la réputation sociale de Marie-Madeleine et la nature apparemment naturelle des décès empêchèrent des investigations plus approfondies. La chute de Marie-Madeleine commença avec la mort inattendue de Sainte-Croix, en l'année 1672. L'amant et complice mourut subitement dans son laboratoire, possiblement victime de ses propres expériences empoisonnées. Quand les autorités fouillèrent de ses effets personnels, elles découvrirent non seulement un équipement alchimique, mais aussi une cassette contenant des lettres de Marie-Madeleine détaillant ses crimes et méthodes d'empoisonnement. Les lettres étaient extraordinairement incriminantes, révélant non seulement les homicides, mais aussi la froideur calculatrice avec laquelle Marie-Madeleine avait planifié et exécuté chaque mort. Elle décrivait symptômes, dosages et même sa satisfaction du souffrance des victimes dans un langage qui choqua des enquêteurs habitués aux pires crimes de l'époque. La découverte des lettres déclencha l'une des chasses criminelles les plus sensationnelles du XVIIe siècle. Marie-Madeleine, alertée par des alliés de la découverte, s'enfuit de Paris et passa 4 années en fugitive, vivant tantôt en Angleterre, tantôt aux Pays-Bas, toujours un pas en avance sur les autorités françaises, qui la poursuivaient impitoyablement. Durant sa fuite, Marie-Madeleine adopta diverses identités fausses et survécut partiellement grâce au chantage et extorsion contre d'anciens amants et complices. C'était une existence précaire et désespérée, très différente du luxe aristocratique auquel elle était habituée, mais elle démontra une capacité surprenante d'adaptation aux circonstances les plus adverses. La capture finale de Marie-Madeleine eut lieu en l'année 1675, à Liège, où elle s'était réfugiée dans un couvent sous une fausse identité. Des agents français, déguisés en pèlerins, réussirent à la séduire pour la faire sortir du sanctuaire religieux et l'arrêter dans une embuscade soigneusement orchestrée. Son arrestation causa une sensation internationale, car sa renommée d'empoisonneuse s'était répandue dans toute l'Europe. Le transport de Marie-Madeleine de retour à Paris fut un voyage triomphal pour la justice française. Les foules s'aggloméraient sur les routes pour voir la marquise empoisonneuse, femme qui était devenue le symbole de la corruption morale de l'aristocratie. Elle affrontait les foules hostiles avec une dignité apparente, mais les observateurs remarquèrent la terreur croissante dans ses yeux à mesure qu'elle s'approchait de son destin inévitable. Le procès de Marie-Madeleine de Brinvilliers commença en avril de l'année 1676, devenant l'un des procédures criminelles les plus suivies de l'histoire française. L'accusation, menée par les meilleurs magistrats du royaume, présenta des preuves accablantes. Les lettres incriminantes, témoignages de complices, analyses des méthodes d'empoisonnement et déclarations de survivants des expériences macabres. Marie-Madeleine nia systématiquement toutes les accusations,
démontrant une capacité impressionnante de mentir même face à des preuves irréfutables. Elle prétendit que les lettres étaient des falsifications, que Sainte-Croix était le véritable coupable, et qu'elle n'avait été qu'une victime des circonstances et de mauvaises fréquentations. Sa performance au tribunal impressionna les observateurs par sa conviction apparente, mais ne réussit pas à convaincre des juges expérimentés. Quand les dénégations se révélèrent inutiles, les magistrats décidèrent d'appliquer la torture judiciaire pour obtenir des aveux complets. C'était une pratique légale dans la France du XVIIe siècle, considérée comme nécessaire pour les crimes exceptionnels. Pour Marie-Madeleine, qui avait causé tant de souffrances par des poisons liquides, la question de l'eau fut choisie comme méthode appropriée, une justice poétique cruelle mais symboliquement parfaite. La torture par l'eau était une procédure technique raffinée par les bourreaux français au cours des siècles. La victime était attachée sur une table inclinée, la tête en position plus basse que le corps. Un entonnoir était inséré dans la bouche et l'eau versée continuellement, forçant la déglutition. L'estomac se dilatait progressivement, causant une douleur atroce et la sensation d'une explosion imminente. Pendant des heures ininterrompues, Marie-Madeleine fut soumise à cette torture tandis que les interrogateurs répétèrent les questions sur ses crimes. L'eau s'accumulait dans son estomac jusqu'à ce que la douleur devienne insupportable, moment où une pause était accordée pour vomir et récupérer partiellement. Puis, le processus recommençait, dans une alternance diabolique entre soulagement temporaire et agonie renouvelée. La résistance de Marie-Madeleine surprit ses tortionnaires. Pendant 6 heures consécutives, elle supporta la torture de l'eau sans avouer de crime au-delà de ceux déjà prouvés par les preuves. Sa détermination à nier la participation à d'autres empoisonnements suspects révéla une force de volonté extraordinaire, même dans des circonstances de souffrance extrême. Finalement, quand les tortionnaires menacèrent d'appliquer la question extraordinaire, version encore plus brutale de la torture, Marie-Madeleine céda partiellement. Elle avoua les assassinats du père et des frères, mais maintint ses dénégations sur d'autres crimes suspects. Même dans l'agonie, elle calculait soigneusement quels aveux étaient inévitables et lesquels pouvaient encore être niés. La sentence fut prononcée le 16 juillet de l'année 1676. Marie-Madeleine de Brinvilliers serait décapitée publiquement en place de Grève, ses biens confisqués et son corps brûlé avec les cendres dispersées au vent. C'était la punition maximale réservée aux crimes contre la nature et la société, particulièrement appropriée pour qui avait perverti les liens familiaux les plus sacrés. L'exécution attira d'énormes foules venues de toute la France. Marie-Madeleine, transportée dans une charrette comme une criminelle commune, affronta les exécrations populaires avec une dignité surprenante. Vêtue d'une chemise blanche de pénitente, elle maintenait une posture droite et une expression sereine, contrastant dramatiquement avec la haine de la foule assoiffée de vengeance. Dans ces derniers moments, Marie-Madeleine refusa de faire des déclarations publiques ou de demander pardon aux familles des victimes. Elle s'agenouilla devant la guillotine avec la même froideur calculatrice qui avait caractérisé ses crimes, affrontant la mort avec un courage qui impressionna même ses ennemis. Le coup fatal fut rapide et précis, mettant fin à la vie de l'empoisonneuse la plus célèbre de l'histoire française. Le corps de Marie-Madeleine fut immédiatement brûlé sur un bûcher préparé spécialement pour l'occasion. Les autorités voulurent garantir qu'aucun vestige physique ne demeure qui puisse devenir objet de vénération morbide ou de superstition populaire. Ces cendres furent éparpillées dans la Seine, purifiant symboliquement Paris de la contamination de ses crimes. L'affaire Brinvilliers eut des répercussions profondes sur la société française, exposant la corruption morale qui fermentait sous la surface, dorée de l'aristocratie. Elle révéla comment les privilèges sociaux pouvaient masquer des perversions extrêmes, et comment une éducation raffinée pouvait coexister avec une cruauté calculée. Marie-Madeleine devint le symbole de l'aristocratie décadente que la Révolution française balayerait un siècle plus tard. L'histoire de Marie-Madeleine inspira aussi des changements dans la législation criminelle française. Son cas démontra la nécessité d'enquêtes plus rigoureuses dans les décès suspects, spécialement quand ils impliquaient des familles puissantes. Les médecins légistes commencèrent à être consultés régulièrement et les techniques de détection des poisons furent perfectionnées pour prévenir des crimes similaires. Dans la littérature et la culture populaire, Marie-Madeleine de Brinvilliers devint l'archétype de la femme fatale aristocratique, inspirant romans, pièces de théâtre et opéras au cours des siècles.
Son histoire fascine parce qu'elle combine des éléments apparemment contradictoires, raffinement et brutalité, intelligence et folie, amour maternel et matricide, dévotion religieuse et sacrilège absolu. L'analyse moderne de la personnalité de Marie-Madeleine suggère des caractéristiques psychopathiques extrêmes combinées à une intelligence supérieure et une éducation raffinée. Combinaison particulièrement dangereuse qui lui permit de masquer sa nature prédatrice pendant des décennies. Sa capacité à feindre des émotions qu'elle ne ressentait pas et à manipuler des personnes qui lui faisaient confiance révèle une absence totale d'empathie humaine normale. Peut-être l'aspect le plus troublant de son histoire est-il la facilité avec laquelle elle transitait entre les rôles sociaux. Fille dévouée le matin, empoisonneuse calculatrice l'après-midi, mère affectueuse le soir. Cette compartimentation suggère une dissociation psychologique qui lui permettait de commettre des atrocités sans compromettre son image de soi ou son fonctionnement social. L'héritage final de Marie-Madeleine de Brinvilliers est un avertissement éternel sur les dangers de juger les gens uniquement sur les apparences sociales. La marquise élégante qui fréquentait les meilleurs salons de Paris était aussi une meurtrière froide qui trouvait satisfaction dans l'agonie prolongée de ses propres victimes familiales. Son histoire démontre comment le mal absolu peut fleurir même dans les jardins les mieux entretenus de la civilisation. L'eau qu'elle fut contrainte de boire durant sa torture finale représentait une justice poétique cruelle, la substance pure de la vie transformée en instrument de souffrance, reflétant comme elle-même avait perverti les liquides nutritifs en véhicules de mort. Dans cette symétrie macabre, l'histoire de Marie-Madeleine trouve sa conclusion la plus appropriée. Une leçon sur la façon dont nos propres armes peuvent finalement se retourner contre nous avec une force redoublée.